Salut tout le monde, c'est Nina. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic. Évidemment, la carte UFC Freedom 250, la carte Maison Blanche. Je crois qu'on est vraiment dans un monde parallèle. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, 3 semaines. Mais franchement, vous voyez bien qu'il y a des trucs qui ont changé. Pour ceux qui me suivent pas sur les réseaux, je suis actuellement au Kazakhstan. Alors là, je pense que si tu me suis pas, ça paraît dingue. Je suis venue à la base un mois au début du mois de mai pour visiter, pour m'entraîner. Et j'ai surkiffé le pays. Ça fait bientôt 2 mois que j'y suis. C'est un pays de dingue. J'adore, je fais plein de contenu, je m'entraîne avec des mecs de ouf, des meufs de ouf surtout. Mais voilà, c'était une petite parenthèse pour expliquer. Si vous voulez suivre ça, c'est sur Insta principalement. L'important ce soir, c'est qu'on parle de la carte UFC Maison Blanche. J'ai pas l'impression qu'il y a énormément de hype dessus. Je suis un peu dégoûtée. Franchement, je m'attendais à beaucoup plus. Mais écoutez, c'est pas une excuse. On va quand même faire les pronos. Donc Dana White et Donald Trump ont décidé de fêter les 250 ans des États-Unis et l'anniversaire de Donald Trump avec 7 combats. Le fait que ce soit politique, on n'aime pas. Moi, j'avoue, ça m'importe peu. Je pense que l'UFC est déjà politisé depuis très longtemps. C'est pas maintenant qu'il faut se réveiller. Petite précision, attention les mecs, c'est dimanche soir. De la nuit du dimanche au lundi, c'est à préciser. Parce que du coup, c'est fait pour l'anniversaire de Donald Trump. Ça, bon, je trouve ça quand même grave de changer le jour des combats, mais tant que c'est pas en avance, on va pas rater. C'est ce qui compte. Du coup, dimanche soir, de la nuit du dimanche au lundi, je répète, à minuit, je serai en stream sur kick.com/Nina comme d'habitude pour regarder avec vous. Ça va être soit un banger, soit un énorme flop, mais peu importe, on sera là. Je serai là dès les premiers combats, donc dans tous les cas, je vous attends. Alors, je vais pas vous survendre la carte parce que honnêtement, il y a des combats, ils me font chier, et il y en a d'autres, ça me fait très plaisir. Je vais vous dire lesquels sont lesquels. On part du bas de la carte et on monte jusqu'au main event, ce sera le plus simple. Diego Lopez contre Steve Garcia. Premier combat de la soirée. Donc Diego Lopez, numéro 3 au classement poids-plume, il affronte Steve Garcia qui est numéro 14. Soyons honnêtes sur ce que c'est. C'est pas un combat pour le titre, c'est surtout un combat, oh là là, les pubs, pour remettre Lopez sur pattes. Là, il a perdu son title shot, il repart un peu de zéro, et c'est surtout ce qu'il lui faut, parce qu'il lui faut un adversaire dangereux, imprévisible, mais pas au niveau de Lopez sur l'ensemble du spectre. Lopez, tu vois, c'est encore un fighter complet. Debout, il est bien, au sol, il n'y a rien à dire. Franchement, très bonne base de grappling, il y a juste à voir les finishes, et surtout, il a de l'expérience contre les meilleurs du monde. C'est sûr, il a du mordant, mais face à quelqu'un du calibre de Lopez, je trouve ça pas non plus, t'es vite dépassé si tu joues pas ton meilleur, quoi. Donc je pense que Lopez, il peut gagner très proprement. Donc soit il trouve le finish debout, soit il emmène le combat au sol et il trouve une jolie soumission. Je pense qu'il a besoin surtout d'une très belle victoire. Là, pour la KT, c'est mieux. Donc je pense qu'il va chercher un finish. Après, soumission au KO. Je vais partir sur la soumission. J'ai aucune idée du round, mais troisième round. Deuxième combat, Bo Nickal contre Kyle Daukaus. Daukaus qui revient à l'UFC après être passé par quelques orgas sans commentaire. Bo Nickal contre Kyle Daukaus. Bo Nickal, j'adore. J'ai été dans sa propagande longtemps. 8-1, 3 fois champion national universitaire à Penn State, 4 fois All-American en lutte. Moi, j'adore la lutte. Je sais que ça plaît pas à tout le monde dans MMA, mais à pratiquer, à regarder, c'est trop bien. C'est le prospect, je pense, le plus suivi de la KT et j'ai été chef de la propagande. J'en ai fait les frais sur TikTok, croyez-moi. Quand il faisait des combats chiants, c'est moi qui prenais. Et maintenant, il est sur la main card de l'UFC le plus médiatisé de l'histoire de l'UFC. Contre Kyle Daukaus. Alors Kyle Daukaus, il est revenu à l'UFC après être passé par quelques orgas, bon, sans commentaire. 2 beaux KO récemment. Franchement, c'est un mec dynamique. Faut pas l'endormir. Le seul souci pour Daukaus, c'est que Nickal, lui, il va pas vouloir rester debout, évidemment. Nickal, lui, il veut étouffer les gens. Donc il a la lutte la plus imposante de la KT. Il emmène les gens où il veut. Il a ça en main. La plupart de ses adversaires, ils peuvent rien faire. La vraie question sur Nickal, par contre, c'est toujours la même depuis le début. Est-ce que son striking, il est assez développé pour les 5 rounds si ça reste debout? Il y a eu des moments dans ces combats où on a vu les limites, mais chaque combat, on n'a jamais trop appris sur son striking. C'est toujours le même souci. Après, je pense que face à Daukaus, il va pas prendre de risque et il va rester sur ce qu'il connaît. Il va vite take down, soit finir, soit contrôler pour une belle décision. Moi, je vais rester sur la décision parce que c'est Bo Nickal quand même. Mais on n'est pas à l'abri d'une soumission. Mauricio Ruffi contre Michael Chandler. Là, je me posais des questions sur ce combat parce que Chandler, 37 ans, vieux père, 23-10 quoi. Il a eu sa carrière le mec, il a eu des moments, il n'y a pas à dire. Mais bon, là, regardez, c'est un autre temps que j'ai envie de vous dire. Il affronte Ruffi. Ruffi, c'est une machine. Il est classé 11e, franchement, il est plus grand, il est plus rapide, il est plus technique, il est plus précis debout. Et Chandler, j'ai peur de ses réflexes en fait. Sa lutte,
qui était quand même son outil, ces derniers combats, on la voit beaucoup moins. Là, il y a eu un petit coup de boost au Raph, mais... Et quand il reste debout trop longtemps face à des gros strikers, bah, il se fait toucher direct. Alors Ruffy, c'est exactement le genre de combattant qui peut faire très mal à Chandler. Il frappe fort, il frappe vite, il va pas avoir pitié en fait, tout simplement. Peut-être que Chandler, il va essayer de retrouver cette version un peu explosive de lui-même à l'époque. Il y aura peut-être des moments là dans ce combat où ouais vas-y ça va partir dans tous les sens. Bah, parce que c'est Chandler et que ça part tout le temps dans tous les sens. Mais si le combat il est géré correctement par Ruffy, enfin je sais pas, s'il met la pression dès le premier round sans mettre lui-même en danger, je vois pas comment Chandler il tient les rounds. Franchement, moi ce combat, ça me fait chier parce que je trouve que c'est pas un bon matchmaking. Il joue clairement à la faveur de Ruffy. Et j'ai envie de dire KO, peut-être pas troisième round, mais deuxième round pour être au milieu. Mais ça me fait pas plaisir. Derek Lewis contre Josh O'Keefe. Ça, c'est un combat, il va pas durer longtemps, je vous le dis. Derek Lewis, 29-13, plus grand nombre de KO de l'histoire de l'UFC, 24. Il a quand même 41 ans, hein, il est toujours là. Et franchement, c'est toujours pareil. Il touche une fois, t'es mort. O'Keefe, lui, il arrive avec 9-0, invaincu, 11e du classement. C'est un beau prospect, hein. Franchement, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais voilà, Lewis, 41 ans, poids lourd. J'ai la voix qui se casse carrément. C'est encore dangereux comme personne dans les 3 premiers rounds. Pour moi, Lewis, ça reste dangereux. Malgré son âge, et je sais que j'ai dit le contraire avec Chandler, mais je pense qu'il peut encore finir. Et O'Keefe, aussi fort soit-il, est-ce qu'il a affronté quelqu'un avec la puissance de Lewis? Je suis désolée, hein. Le 9-0 est impressionnant, j'adore voir tout ce verre en tapologie, c'est très beau. Mais soyons honnêtes, est-ce que O'Keefe, il peut éviter les gros coups assez longtemps pour empiler les rangs et tenir un peu? Si oui, il peut gagner au point. Ou par finish tardif. Sinon, Lewis, il touche, t'es douillé. Hein. Je pense que O'Keefe, c'est le meilleur combattant ici si on prend le profil en général. Mais je vais pas vous mentir, je suis jamais 100% confiante sur les pronos déjà, mais aussi sur les combats de Lewis, parce que cette frappe, ça reste direct Lewis, j'ai envie de vous dire. Allez, mon prono, franchement, je le change en dernière minute, mais je mets O'Keefe avec un peu de sueur, décision ou un petit finish tardif. Mais franchement, moi, je reste sur O'Keefe. Là, on arrive à un combat, je suis contente. Sean O'Malley contre Ayman Zahabi. Là, pour le coup, c'est impossible à rater le fait que, genre, Sean O'Malley, je le surkiffe et ça me fait tellement de mal de voir son downfall. Je crois que c'est un des premiers combattants que j'ai kiffé à ce point. J'ai jamais été fan. Même quand j'étais petite, j'étais pas du tout du genre à avoir des gros posters, de gros fans dans ma chambre, d'avoir des idoles et tout. Mais Sean O'Malley, je dois avouer qu'il a influencé un truc en moi. De toute façon, ils vont le spectacle depuis des années. Alors, 19-3 maintenant, c'est un ancien champion. C'est le mec le plus médiatisé de la KT depuis sa victoire sur Sterling. L'UFC le pousse clairement, ça y a pas à dire. Et si on prend le contexte, Zahabi, il arrive un peu de nulle part. Zahabi, j'avais déjà pronostiqué ses combats il y a très longtemps. C'est un très bon combattant. Il a su bien progresser, mais franchement, face à Sean O'Malley, quoi, je trouve que c'est pas la soirée, quoi. Sean O'Malley, il frappe très bien, il a une très bonne allonge, il a des angles de frappe inhabituels et il aime montrer. Si le combat reste debout, pour moi, O'Malley est clairement supérieur. La seule façon pour Zahabi de gagner, c'est de se rendre vraiment le rendre. La seule manière pour Zahabi de gagner, pour moi, c'est de rendre le combat dégueulasse. C'est amener ça au sol, étouffer un peu Sean O'Malley, faire vraiment taffer là où il est moins à l'aise, donc c'est au sol. Donc c'est possible en théorie, hein, mais en pratique, O'Malley, il va défendre, il va cadrer bien et il va trouver le finish. Pour le coup, j'ai aucun doute et c'est pas du tout ma parole de fan qui parle. Sean O'Malley, KO. Allez. Deuxième round. Co-main event, évidemment, Alex Pereira contre Cyril Gane. Là, on arrive sur quelque chose d'intéressant parce que franchement, j'ai l'impression que c'est très 50-50 les avis sur ce combat. J'ai vu autant de gens dire que Cyril Gane, il va gagner sûr, Pereira, il va gagner sûr. Poitane, Alex Pereira, l'homme qui collectionnait les ceintures UFC. Franchement, il a régné, il a tout donné et je suis trop contente que là, Cyril Gane, il ait une occasion comme ça. Cyril, comment ne pas parler de Cyril? C'est un des meilleurs heavyweight au monde et on pourra jamais le dire. Il est grand, il est mobile, il est très propre debout. De toute façon, je sais même pas pourquoi je vous le présente, mais ça va être incroyable. Évidemment, je peux pas me retenir de dire que je suis dégoûtée que ce soit pas pour une vraie ceinture et que ce soit pour une ceinture intérimaire, c'est la même chose. Une ceinture intérimaire de merde parce que, comme d'habitude, pour moi, les ceintures intérimaires, c'est limite des fausses ceintures. Ça n'a aucun sens et
Encore une fois, ils auraient pas dû faire le même design. Ils auraient dû trouver un autre truc, j'arrive plus à parler, mais moi ça me révolte que, encore une fois, quand tu vois les ceintures intérimaires et les vraies ceintures, elles aient la même gueule, quoi. C'est impossible à différencier. Mais peu importe, c'est pas important. J'ai pas mal peur pour Ciryl parce que je me dis, si ce combat est perdu, qu'est-ce que ça va être la suite? Je pense qu'il va affronter Aspinall peut-être une dernière fois. Je sais pas du tout. La question, c'est surtout Pereira qui monte en poids. Est-ce qu'il est assez lourd pour performer comme ça? Physiquement, il peut. La question, c'est si face à un vrai heavyweight qui est naturel comme Ciryl Gane, il va pouvoir imposer sa puissance de la même manière qu'il le faisait quand il était en mi-lourd. Gane, lui, je pense pas qu'il soit impressionné. Il a vu Jones, il a vu Ngannou. Il sait gérer des adversaires de grosse intensité qui envoient. Je pense que la stratégie très claire, jeu de jambes, mettre des kicks, travailler à distance, pas se laisser coincer contre la cage. Et si Gane, il peut maintenir la discipline sur 5 rounds, je pense qu'il peut très bien gagner au point et à la décision. Et je pense que Pereira, malgré le contexte, oui, Maison Blanche, devant le monde entier, 3 KT différentes, je pense pas que ce soit quelque chose qui le motive plus que ça. Personnellement, je vais partir sur Ciryl, KO TKO au 3e round. En plus, je me rappelle quand on a regardé Pereira face à Rountree, alors là tu vois sur le Capology, tu vois que Rountree il a perdu par KO au 4e round, mais si vous avez l'occasion, revoyez ce combat-là, ce que Rountree fait, c'est incroyable. Franchement, c'était une vraie guerre. Comme quoi, au final, le titre de victoire, je sais pas comment on dit, la manière de gagner, ou peu importe, ça veut pas toujours tout dire, parce que pour le coup, Rountree, il a fait un excellent combat. Donc, si vous avez le temps, revoyez-le, mais moi, je reste sur mon prono, Gane, KO, 3e round. Et évidemment, le clou du spectacle, Topuria contre Justin Gaethje. Pareil, Justin Gaethje, grosse propagande de mon côté, je l'adore. On va aller sur Topuria d'abord, évidemment, 17-0, champion incontesté, on connaît, Volkanovski, Holloway, Oliveira, 2 KT de poids, 2 titres, 0 défaite, même pas encore 30 ans. Je pense que c'est un des débuts les plus dominants à l'UFC. Et Gaethje, 27-5, champion intérimaire, 37 ans, il a battu Paddy Pimblett la dernière fois, on y fut, on était en live. Franchement, il a tout donné. Dans cette cage, il a tout donné, ce mec. Et ce combat, je pense que c'est la dernière chance d'avoir un vrai titre. Il l'a dit lui-même. Mais techniquement, il y a un problème pour Gaethje. Il absorbe beaucoup de frappes. Paddy Pimblett, dans sa défaite, il lui a quand même envoyé 153 frappes significatives. Et il a perdu. Donc face à la puissance et la précision de Topuria, c'est pas grave pas. Topuria, il frappe fort, il frappe précis. Je crois qu'il a jamais été touché très proprement. C'est quand même le problème avec ce combat, c'est que Gaethje, lui, il va venir pour la guerre, pour rien d'autre. Dans son dernier espoir, dans sa dernière chance, c'est dangereux même pour les meilleurs. Donc il y aura des moments dans ce combat où les gens vont péter des câbles, je pense. Franchement, je pense qu'il y a personne qui veut l'affronter comme ça. En fait, Topuria, il est trop bien. Il est trop technique, il est trop complet, il va bien trouver les ouvertures, il va bien placer ses coups. Je pense que Gaethje, il y aura un moment où il va se faire toucher proprement. J'ai beaucoup de mal avec les gens qui sont persuadés que Gaethje va gagner. Alors rien n'est impossible, je répète. Les paris dans le MMA, c'est très aléatoire. C'est l'un des pires sports si vous voulez miser de l'argent. C'est pour ça que moi, je vous le conseille pas. Même si je connais ce délire de ouais, ça rajoute un peu de peps. C'est trop incertain, voilà, c'est ça le mot. Je vais partir sur Topuria, KO, TKO. Je pense que ce sera bien un bon KO de l'année, dans l'un des deux sens. Mais dans le sens de Topuria, enfin, 2e round, pareil. Je pense pas qu'il y aura de KO 1er round. J'ai mis 2e round parce que c'est un peu l'entre-deux parfait. Mais en tout cas, voici tous mes pronos, les mecs. Voilà pour cette carte UFC Freedom 250 à la Maison Blanche le 14 juin, de la nuit du dimanche au lundi. Peu importe ce qu'on pense du contexte politique autour de cet événement, ça va être une nuit qui va changer le monde du MMA. 2 fights de titre, des KO partout, une ambiance qui fait plaisir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui s'attendaient à mieux pour cette carte UFC Maison Blanche, et moi la première. Mais écoutez, maintenant elle est là, on ne peut qu'en profiter, et évidemment vous en profiterez avec moi sur kick.com/Ninia dès le premier combat. On fait nos pronostics, on discute, on fait des débats, tout est là. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi et laisse un like, dis-moi tous tes pronos en commentaire, et évidemment les gars, si vous voulez suivre toutes mes aventures au Kazakhstan, suivez-moi sur Instagram. Pour ceux qui viendront pour la UFC Maison Blanche, je vous dis à dimanche.